Daniel Roche, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de conduire cet entretien aujourd'hui avec toi. Tu as occupé pendant une dizaine d'années la chaire d'histoire de la France des Lumières au Collège de France. Et c'est des Lumières dont je voudrais que nous parlions pour commencer, en fonction de l'actualité politique. Dans le contexte politique et intellectuel de la France de 2016, on voit de multiples parts contester, voire décrier les Lumières et leur héritage. Et précisément, dès 1999, dans ta leçon inaugurale au Collège de France, tu nous livrais une sorte de défense et illustration des Lumières. Pourquoi est-ce si important ? Bien, le problème des valeurs des Lumières et les problèmes de la façon dont on les utilise doivent être peut-être distingués. Personne ne va quand même contester l'importance de l'héritage. Les principales valeurs, liberté, égalité, fraternité, tolérance, personne n'osera dire qu'il faut inverser la route et revenir à des principes plus anciens d'une société différente. Mais en revanche, ce qui se passe, c'est qu'on méconnaît totalement la manière dont ces valeurs ont été établies et la manière dont, en quelque sorte, dès le départ, les pratiques de débat à l'intérieur de la société du XVIIIe siècle et de la société et de ce qu'on appelle la société des Lumières n'étaient pas aussi évidentes que ça et induisaient la société telle qu'elle a été, et telle qu'elle a été créée, et telle qu'elle a fonctionné par la suite. Alors c'est pourquoi, à l'occasion de cette leçon inaugurale, est chargé du soin de, en quelque sorte, de reprendre où avait été arrêté depuis pas mal de temps l'enseignement sur le XVIIIe siècle au collège. Il importait de donner un écho politique immédiat et à la suite du lien qui favorisait en quelque sorte cet écho, à la suite du lien établi et continuellement réclamé des Lumières et de la Révolution, il y avait une possibilité de poser la question pourquoi au XXe siècle les Lumières étaient décriées, étant donné qu'on avait par exemple comme exemple, les propos du cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Lestiger, qui disait que les Lumières étaient responsables pour le XXe siècle du rationalisme contre lequel il n'y avait aucune réponse possible et donc, hélas, du totalitarisme. Alors, à partir de ce moment-là, on se rend bien compte qu'il y a un gouffre entre ce qui est défendu d'un côté et ce qui est affirmé de l'autre. Et ce principal gouffre, c'est en quelque sorte un problème de méthode, c'est comment étudier les Lumières et à partir de quoi on ne doit pas faire de l'histoire des idées parfaitement sorties de leur contexte ou replacées dans un contexte artificiel, mais que l'on doit essayer de comprendre cette histoire dans les pratiques et les débats, parce que la grande, en quelque sorte, découverte, mise en place des Lumières, c'est la tolérance dans le débat. C'est-à-dire, c'est à l'occasion de la création de la sociabilité nouvelle dans ce temps que l'on a vu apparaître la possibilité pour les gens de discuter entre eux des problèmes fondamentaux. J'entends bien que tu mettes en avant l'héritage des Lumières sous les auspices du triptyque révolutionnaire liberté, égalité, fraternité, mais aujourd'hui, dans le débat et les attaques contre les Lumières, il y a l'accusation de l'hyper-rationalisme qui mène au totalitarisme ou au machinisme brutal, mais il y a aussi la dimension de remise en cause des religions. Et aujourd'hui, c'est beaucoup par le côté de la reviviscence religieuse que les Lumières sont contestées, me semble-t-il. Alors là, on est dans l'ignorance que les gens, aujourd'hui, on veut volontairement ignorer que la conception de la tolérance qui était en train de se faire à l'époque des Lumières n'est pas tout à fait la même que ce que nous appelons, nous, la tolérance.
nous admettons, quand nous sommes éclairés et disciples héritiers de l'illuminisme, que toutes les religions ont droit, en quelque sorte, à leur parole en respectant un certain nombre de règles que les différentes sociétés établissent. Mais dans les Lumières, il n'était pas totalement ça. La grande conquête dans le domaine de la religion des Lumières, c'est de les présenter à égalité et en quelque sorte de montrer que la diversité des coutumes religieuses est tout simplement une va nécessiter un respect, et découvrir les coutumes religieuses et les accepter comme telles, c'est déjà un pas absolument fondamental. C'est ce qu'ont fait, par exemple, les auteurs de ce livre prodigieux, Picard et je ne me rappelle plus l'autre nom, en présentant les coutumes religieuses du monde. Toutes les religions sont placées sur le même plan, de la religion catholique à la plus extrême secte asiatique, voire aux religions de l'Amérique, et l'on propose au peuple éclairé et aux intellectuels une sorte d'ouverture, d'acceptation, qui est en quelque sorte la démonstration que les Lumières ne sont pas un radicalisme immédiat. Oui, j'entends bien. Mais si tu incarnes cet esprit des Lumières aux yeux de beaucoup de gens aujourd'hui et beaucoup de lecteurs, c'est parce que tu es un spécialiste du XVIIIe siècle, mais aussi parce que tu es parmi les historiens ceux qui se sont d'une certaine manière comportés comme hommes des Lumières, c'est-à-dire en affirmant leur engagement politique ou leur engagement civique en tout cas. Comment est-ce que tu conçois le rôle d'un professeur dans la cité aujourd'hui? Est-ce que les historiens doivent rester dans leur tour d'ivoire ou bien, comme les intellectuels des Lumières, être au cœur des combats politiques ou intellectuels? Oui. Bon, à 80 ans, on ne sait pas où on va. Mais à 20 ans, on pouvait un petit peu savoir d'où on venait et où on allait. Alors d'où on venait, moi je ne viens pas d'une famille du prolétariat souffrant, ce que d'ailleurs, je me souviens, une collègue communiste m'avait reproché en disant « on ne peut pas te considérer comme un véritable camarade » parce que nous étions dans les années 60. Hein. Donc c'était des critères qui existaient dans la tête d'un certain nombre de spécialistes des Lumières et de partisans des Lumières. Donc moi je viens de la bourgeoisie catholique réactionnaire, pas de milieu très élevé, mais j'ai eu la chance de passer à travers les mouvements de jeunesse catholique, et en particulier aux jeunesses étudiantes chrétiennes. J'ai d'ailleurs dans ce domaine un personnage à citer, puisque par exemple ça a été aussi le cas d'Althusser, qui a été dans les années 30 membre de la JEC. Donc j'ai été responsable à un moment de la presse de la JEC, et j'ai été membre de l'UNEF à une époque où l'UNEF, avec de la Fournière et quelques autres, au bureau national, nous étions, on peut dire, à la tête de la protestation contre les guerres coloniales, et plus particulièrement la guerre d'Algérie qui débutait. Donc cet engagement, qui était un engagement personnel et qui n'était pas enraciné dans les sections politiques du Parti communiste ou du Parti socialiste, parce que n'importe qui pouvait être membre des jeunesses étudiantes chrétiennes et participer à la SFIO. Il fallait du courage pour soutenir Guy Mollet à ce moment-là, mais c'était possible. Enfin, il n'y avait pas de rupture. Alors ça, c'est une première dimension. Donc la notion d'engagement pour les luttes politiques passait par là, et elle s'est continuée en partie à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, quand j'ai été élève de cet établissement, mais avec une rupture forcément, parce que l'Église même a tracé une frontière entre les pratiques politiques des membres de ces mouvements et, comme on disait dans le jargon, Rome a crossé les prêtres ouvriers, a crossé les dirigeants des jeunesses catholiques. Donc moi je ne me suis pas retrouvé dans un mouvement politique, mais je me suis retrouvé syndicaliste,
syndicaliste de base au SNES et au SNES-Sup. J'y suis resté jusqu'aux années 90. Alors, ce qui voulait dire que j'acceptais une partie de la ligne de ce syndicat, mais j'étais quand même conscient sur un certain nombre de points qu'il y avait peut-être autre chose à dire ou à faire. Ça s'est concrétisé parce que j'ai accepté, par exemple, les mandats que l'on pouvait remplir au nom du syndicat à l'intérieur des élections universitaires après 69, à l'intérieur des sections représentatives aussi. Mais avant, c'était plutôt un engagement individuel, personnel, dont une partie a eu lieu en 68. Enfin... Justement, en 1968, quand on est membre d'aucun parti, mais qu'on est considéré comme engagé à gauche parce que proche du mouvement du manifeste des 121 pendant la guerre d'Algérie, parce que... je l'ai signé. Tu as signé le manifeste des 121. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, j'imagine, parmi les signataires. Il y avait quelques normaliens quand même. D'accord. Oui. C'était quand même un acte courageux, en tout cas à l'époque. Mais donc tu n'as pas d'appartenance partidaire. Tu es considéré comme un compagnon de route de la gauche. Et alors en mai 68, comment est-ce que, à cette époque-là, tu es dans l'université, comment est-ce que tu perçois ce mouvement qui part des étudiants et puis qui va ensuite rallier les jeunes professeurs, j'imagine? Bien, dans le milieu des écoles normales, parce que je ne les sépare pas à ce moment-là, il y avait beaucoup d'échanges entre la rue d'Ulm et Saint-Cloud. On sentait que des choses se préparaient dans l'agitation de ce qu'on appelait, du côté du Parti communiste et de ses représentants étudiants, les groupuscules. Les groupuscules trotskistes, les premiers sans doute maoïstes, commençaient à bouger. Et une de ces circonstances où moi j'ai pris conscience de cela, c'est que les auteurs du film sur la France de Pétain et de Vichy, comment s'appelle-t-il, Rothman, je crois, ou c'est à vérifier, m'avaient invité à la cité universitaire à discuter de la préparation d'un film à venir sur justement qu'est-ce que c'était que l'opinion étudiante et qu'est-ce qui se passait. Et puis tout cela s'est arrêté brutalement et un jour je me suis retrouvé au quartier latin dans un début de manifestation auquel je ne comprenais pas grand-chose, rien du tout. Et après, bien, j'ai d'abord été un suiviste. J'ai participé aux manifestations avec d'autres collègues de l'école ou avec des collègues de la Sorbonne. C'est comme ça que j'ai assisté par le petit bout, puisque quand nous étions dans les écoles normales, nous n'étions pas intégrés dans les assemblées de faculté qui étaient très coordonnées à ce moment-là. Donc j'ai participé à pratiquement toutes les manifestations et ça commençait à trier les gens. On voyait bien qui était pour ou contre ce qui se passait. Bon, inutile de dresser un palmarès de gauchisme ou d'adhésion au mouvement 68A, mais bon, c'était comme ça. Je me souviens d'une grande manifestation qui était partie de la porte de Clignancourt et qui nous avait tous ramenés au quartier latin. J'étais entre Albert Softboul et Pierre Bourdieu, ce qui était assez amusant quand même. Bon. Et après, alors, il s'est passé un événement, bon, on ne va pas s'étendre là-dessus pendant des jours, mais le SNES-Sup a cherché quelqu'un pour organiser ce qui se passait à la Sorbonne. Quand la Sorbonne a été libérée, on a eu besoin de faire un peu d'ordre, si vous me permettez ce mot, qui est un peu exécrable par certains côtés. Donc le Bureau national a nommé Daniel Roche pour organiser la sécurité à la Sorbonne, ce que j'ai assumé pendant 1 mois et demi. Et bon, c'est un chapitre de mon histoire, aussi un chapitre de la Sorbonne, parce que la première chose, elle est extrêmement positive. Je crois que j'ai empêché les incendies et que j'ai évité un certain nombre de problèmes graves en contrôlant la circulation des cocktails Molotov. Un deuxième côté désagréable, c'est que quand vous devenez responsable d'un service de sécurité,
vous êtes obligé de tolérer qu'on va taper sur les gens. Et il y a un moment où ça devient insupportable. Alors, c'est un bon souvenir et un mauvais souvenir. Il s'agissait de la part des enseignants d'éviter que... Il s'agissait d'essayer de sauver le maximum de choses dans la mesure où quelqu'un avait proclamé que la Sorbonne était porte ouverte et devait accueillir tout le monde, ce qui signifiait que pour accueillir tout le monde, on ne pouvait pas trier. Alors on triait à la sortie. Et est-ce que tu as participé après au mouvement de certains historiens de la Sorbonne qui ont voulu ramasser tous les témoignages possibles, tous les tracts que j'avais collectés et ramassés, tous les procès-verbaux que j'avais gardés, je les ai donnés à Alain Schnapp et Pierre Vidal-Naquet qui les ont utilisés dans leur gros bouquin. D'accord. Et chez les enseignants, il y avait une remise en cause de l'institution même. Vous, les jeunes enseignants de l'époque, vous considériez que les cours de la Sorbonne étaient poussiéreux, fatigants, ou que ça manquait de vitalité ou de vie, tout simplement? Je pense que ça se plaçait plus sur la question du rapport social à l'intérieur de l'université. C'est-à-dire qu'une partie du corps enseignant n'avait pas le droit de se prononcer sur ce qu'il faisait. Il accomplissait une besogne, le maître assistant qui n'existait pas, on était tous assistants à ce moment-là, le maître assistant exécutait les travaux dirigés et n'avait pas accès aux délibérations principales. Bien sûr, il y avait toute une catégorie de professeurs qui vous interrogeaient sur ce que vous aviez à faire. Dans le cadre des écoles normales, on était complètement libre. Simplement, il fallait exécuter le programme et préparer les cours comme tu as pu le voir quand tu es passé à travers cet enseignement-là. D'une certaine manière, ton engagement comme professeur dans l'université ou ton engagement comme intellectuel dans la cité convergent complètement. Sur une certaine idée de la démocratisation qui doit rassembler les âges comme elle doit rassembler les classes sociales. Mais ceci étant, c'est pas parce qu'on a réussi à obtenir certaines choses que le résultat de 68 a en quelque sorte réalisé l'utopie. On pourrait en discuter, mais cela nous entraînerait trop loin. Mais peut-être ferez-vous un deuxième épisode à cette chronique. Mais alors, puisqu'on parle de ce mot qui est un mot très important dans ta bouche, de démocratisation, lorsque tu te lances dans ta thèse, pour revenir à tes travaux maintenant, sur la République des lettres au XVIIIe siècle et que tu vas explorer les académies de province, est-ce que c'est la démocratisation des cercles intellectuels que tu cherches à découvrir, à identifier? Qu'est-ce qui t'anime lorsque tu te lances dans l'étude des académies de province? Mais ça serait me donner une grande clairvoyance sur moi-même si je répondais oui. Mais ça n'est pas complètement faux quand même. Si j'ai choisi d'étudier les sociétés littéraires et savantes de province, c'est par la conjonction de deux hasards, de deux circonstances. Et c'est le cas souvent pour le choix des thèses. Le premier, c'est que je me suis retrouvé professeur dans l'enseignement secondaire au lycée de Chalon-sur-Marne, et que comme j'étais marié et que je m'ennuyais très fort la nuit, je lisais beaucoup et j'utilisais mon temps libre aux archives. Et là, j'ai découvert les archives de l'Académie de Chalon, qui sont encore des archives extraordinaires d'un certain point de vue. Donc, je me suis intéressé à ça, mais pas pour faire un sujet de thèse, parce que j'aurais aimé travailler avec Ernest Labrousse, on en reparlera peut-être, mais Labrousse m'avait déconseillé de faire une étude monographique. Il avait dit faut faire quelque chose d'un peu différent. Daniel Roche, mais le très différent, je le trouvais pas. Alors j'avais pensé travailler sur l'Italie, parce que ma femme était italianisante et que ça nous aurait donné une occasion d'aller travailler dans la péninsule en commun. Ça n'a pas marché non plus, donc j'ai été un certain temps à ne rien faire, si je peux dire, c'est-à-dire à chercher. Et puis un jour, c'est dans le contexte des travaux que François Furet dirigeait à l'École des hautes études sur le livre et la culture,
qu'il m'a fait connaître Alphonse Dupron et qu'en discutant entre Furet et Dupron, ils ont pensé que c'était un sujet faisable. Mais a priori, je ne savais pas que ça me conduirait en quelque sorte à comprendre qu'est-ce que c'est que le fonctionnement d'une production intellectuelle et qu'est-ce que c'est que la consommation sociale aussi d'une production intellectuelle. Parce qu'on pourrait parler longuement d'une part de mes insuffisances théoriques personnelles. Je n'ai jamais reçu, je suis un autodidacte de la théorie, je n'ai jamais reçu un cours concernant l'histoire intellectuelle de la philosophie économique ou du marxisme. Rien de tout ça n'existait dans les années, fin des années 50, début des années 60. Donc nous nous sommes formés nous-mêmes, mais je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Donc l'idée que ça allait démontrer quelque chose de nouveau, ça m'est apparu assez vite. Parce que Labrousse, que j'estime encore, disait « Alors, nous allons enfin savoir que les Lumières sont bourgeoises. » Oui, c'est la bourgeoisie. Voilà. Et au début, ça ne me surprenait pas qu'on me pose cette question, parce qu'effectivement, tout ce que j'avais appris me conduisait à penser que s'il y avait eu la Révolution, c'est parce qu'il y a eu des Lumières bourgeoises. Mais tout ce que je découvrais, c'est qu'on ne pouvait pas analyser un champ intellectuel, comme dira après Bourdieu, en s'en tenant comme ça des a priori de départ, et qu'on découvrait que pour les uns quelque chose qui était infiniment bourgeois, pour d'autres ça n'avait rien à voir, strictement rien à voir avec la bourgeoisie capitaliste productive. Mais en même temps, ces gens-là se rencontraient, discutaient et vivaient quelque chose qui relevait de deux dimensions qui sont sans doute encore à mieux comprendre, à mieux analyser. D'un côté, il y avait une dimension utopique, c'est-à-dire on mettait en place un système de valeurs qui progressivement allait se substituer à un univers pluriséculaire, et de l'autre côté, on réfléchissait à des pratiques tout à fait ordinaires, tout à fait de base, basiques, qui changeait en même temps la société. Alors c'est là le... Changer les conditions du oui. débat. Si j'ai apporté quelque chose dans cette lecture, je crains quelquefois en lisant certains de mes contemporains que ça n'a servi rigoureusement à rien, mais c'est peut-être pas impossible. Mais alors, à la suite de cette thèse, donc, tu deviens un spécialiste reconnu de l'histoire des Lumières, et il y a certains de tes collègues qui sont en désaccord avec la manière dont tu vois les choses, et je pense notamment à un de ces vieux professeurs de la Sorbonne que tu croises des années après, et qui te dit « Alors, Daniel Roche, vous êtes toujours durkheimien ? Est-ce que tu étais durkheimien ?» Alors, il s'agit de Roland Mounier, et c'est effectivement une conversation que j'ai eue avec lui. Nous ne partagions ni les mêmes idées politiques, ni tout à fait les mêmes idées historiques, mais Roland Mounier était d'une génération de type vieux garde du corps, grognon, quoi. Donc, on savait quand il vous disait quelque... Alors, pourquoi je répondais, il m'interrogeait sur mon durkheimiste, parce qu'il avait quand même lu ce que je faisais, et qu'effectivement, dans mes travaux, j'avais redécouvert tout seul la théorie de la sociologie de Durkheim, considérer les faits sociaux comme des choses, bien sûr, mais assoupli par les disciples. Plus particulièrement, je suis un grand admirateur de Mauss, et j'ai eu la chance de travailler sur le bureau de Mauss au Collège de France, donc ça a renforcé mon admiration. Donc dans cette lignée Durkheim-Mauss, il était apparu dans les années, à la fin des années, pour moi, 60, Pierre Bourdieu. J'ai travaillé en 68 avec le groupe de réflexion sur la réforme de l'université qu'avait organisé Bourdieu et Madame de Saint-Martin. C'était un groupe tout à fait cohérent, il y avait des choses tout à fait intéressantes, et je crois qu'on devrait d'ailleurs essayer de retrouver ces archives, ça serait intéressant pour l'université actuelle. Et donc mon durkheimisme était un durkheimisme de la continuité, parce que je ne considérais plus totalement que les faits sociaux étaient des choses
comme les naturalistes, et peut-être Durkheim, on peut en discuter. Mais on parle de Durkheim, tu as parlé de Bourdieu. Ça veut dire que pour toi, l'histoire, c'est une science sociale parmi d'autres et que le dialogue entre l'histoire et la sociologie est important. Tu as un long compagnonnage, en fait, avec Pierre Bourdieu. Vous avez agi ensemble dans une association qui est née à la fin des années 80 pour réagir à la crise de l'université. Mais au-delà de cet engagement associatif commun, on sent une certaine affinité entre ta manière de faire de l'histoire sociale et la sociologie de Bourdieu. Est-ce que c'est un chemin qui s'est fait consciemment ou bien un rapprochement? Le rapprochement ne s'est pas fait consciemment ni systématiquement, parce que le grand problème qui se posait en quelque sorte au tournant des années 60, quand j'ai réellement attaqué la recherche sur cette thèse qui porte sur les classes politiques, qui porte sur les organisations politiques, c'est comment on pouvait, en quelque sorte, élargir le champ des sciences sociales à l'histoire intellectuelle et à l'histoire des idées. C'est-à-dire faire une histoire des idées qui s'enracinait dans l'histoire sociale. Et à ce moment-là, Bourdieu avait fait publier toute une série d'articles sur l'existence du champ littéraire, en particulier dans les temps modernes, des articles auxquels on ne se réfère pas toujours, parce qu'il disait oh, « pour moi c'est dépassé, je ne dirais plus les choses comme ça ». C'est vrai, mais c'était des articles d'éveil, ça vous permettait, par la découverte de la sociologie anglaise, de l'histoire des idées et en particulier de Raymond Williams et de toute cette école, ça vous invitait en quelque sorte à plusieurs types de réflexions, la réflexion sur les classifications sociales, la réflexion sur comment conduire une analyse nécessaire des productions. Alors là, on rejoint une autre question qui a été posée entre l'école des hautes études et avec un certain nombre d'autres de nos contemporains. Qu'est-ce que c'est, par exemple, est-ce que c'est un moyen de moderniser, réadapter l'histoire du livre et de l'ensemble des productions intellectuelles? Alors ça, c'est la notion de consommation intellectuelle est une notion assez bourdieusienne, même s'il n'utilise pas les mêmes termes. Enfin. Mais avant cela, tu as évoqué la figure d'Ernest Camille Labrousse. Est-ce que Labrousse est quelqu'un qui a influencé ton parcours? Est-ce que tu peux nous parler de tes relations avec Labrousse? Je dirais que c'est plutôt Labrousse, parce que quand on est amené à choisir un directeur d'études, un directeur, alors à l'époque comme encore aujourd'hui, mais c'est plus tout à fait la même chose, un directeur de maîtrise, c'était au niveau de ce qu'on appelait le diplôme d'études supérieures. Furet et Goubert m'avaient dit il faut absolument que tu ailles voir Labrousse. Alors Labrousse c'était un grand personnage de l'université, ses cours étaient très, très fréquentés et il faisait des cours qui il faut bien contredire la vision qui existe. Ce statisticien faisait des cours d'histoire politique, c'est-à-dire toute une grande partie de cet enseignement était une manière de montrer comment on mobilisait l'histoire de l'économie, avec des statistiques, des productions et tout ça, pour comprendre ce qu'étaient les ruptures, pour comprendre ce qu'étaient les crises révolutionnaires et les changements politiques. Alors, avec Labrousse, je me suis d'autant mieux entendu qu'il n'était pas très exigeant, il n'exigeait absolument pas qu'on aille le voir cirer les pompes toutes les semaines. Il vous recevait à votre demande et on lui disait où on en était. Et j'avais dans son échiquier, parce qu'il avait beaucoup d'élèves et beaucoup d'étudiants, de maîtrise et beaucoup de docteurs, j'avais une petite place intéressante pour lui parce que j'avais accepté sa suggestion de travailler, j'ai été un des premiers à travailler sur l'utilisation statistique des inventaires après décès. Personne ne l'avait fait de manière systématique, avec tous les problèmes
que l'on connaît autour de l'utilisation de la source, etc. Donc ça l'intéressait, ça s'est bien passé, et j'aurais voulu, après l'agrég et le passage dans le secondaire, j'aurais voulu continuer avec lui, mais il m'a dit « Daniel Roche, je vais prendre ma thèse, je crois qu'il vaut mieux choisir quelqu'un d'autre. » Et surtout, je vous donne le conseil que j'évoquais d'entrée de jeu, c'était « Ne faites surtout pas une monographie régionale ou une monographie urbaine. » Donc il m'a encouragé à étudier, j'ai été le voir, on a discuté, à étudier ça, et si j'ai été, c'est un peu anecdotique tout ça, mais si j'ai été après travailler avec Alphonse Dupron, parce que je crois que Alphonse Dupron était engagé avec l'école des hautes études dans ce renouvellement de l'histoire culturelle et de l'histoire sociale, et qu'il était l'un des seuls qui pouvait en quelque sorte pousser un certain nombre d'entre nous dans des conditions qui auraient pu être labroussiennes 10 ans plus tôt. Mais une partie de l'historiographie récente reproche à Labrousse et à l'école labroussienne d'avoir eu une représentation très rigide des catégories sociales, d'en présupposer l'existence avant de l'avoir démontrée, de catégoriser la population et d'avoir une vision statique des choses. C'est ce qui a motivé l'intervention, les renouvellements qui sont venus à l'école des Annales avec la micro-histoire et les développements de ce que les Annales ont appelé leur tournant critique. Est-ce que tu partages cette vision assez un peu dévalorisante de l'historiographie labroussienne? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est de l'intérieur même de l'école labroussienne que la critique de cette vision a été faite très très tôt dans tes travaux ou dans ceux de Jean-Claude Perrault, qui n'ont pas tenu pour acquis précisément l'existence de la catégorie bourgeoisie ou de telle autre catégorie sociale. Il me semble que cette critique est un peu excessive et que Labrousse a bon dos finalement pour prétendre qu'on fait du neuf. J'ai bien sûr ce sentiment-là, parce que d'abord il n'imposait rien du tout, il vous laissait une liberté intellectuelle totale et une liberté de discussion que tout le monde pouvait apprécier, mais il y a des gens qui n'aiment pas la liberté de discussion, qui aiment la férule ou la chambrière, pour parler cheval. Il y en a d'autres qui étaient incapables de mener à bien une thèse qui aurait pu être importante, comme la thèse sur la bourgeoisie parisienne que nous attendons encore. Bon, donc de ce point de vue-là, je crois que le caractère de Labrousse était peut-être, de par sa position stratégique malgré tout dans la Sorbonne et aux études en même temps, celle d'un grand intellectuel qui dirigeait beaucoup de travaux. Je crois que peu de personnes n'ont eu autant de thèses à diriger, mais que ces personnes étaient libres. Et si ce n'est pas toujours entendu avec les mêmes qui ont jugé bon de taper sur la bête pour justifier leur retournement de position, c'est pas de sa faute, c'est un peu excessif, je crois. Ceci étant, il y avait peut-être quand même des questions à poser sur la manière dont Labrousse concevait les catégories sociales ou l'utilisation des catégories sociales. Et là, il y a une réponse. C'est que quand, avec Michel Vauvel et quelques autres, nous avons organisé à Saint-Cloud les 2 colloques sur l'histoire sociale, Labrousse a montré, alors que la jeune garde dont nous faisions partie aurait souhaité un peu de vigilance révolutionnaire et des catégorisations plus établies, plus en quelque sorte cohérentes sur un plan large, Labrousse a laissé complètement couler les choses, circuler les notions, échanger le débat, et dans les 2 colloques, il est ressorti qu'on pouvait faire de l'histoire sociale à partir des notions du temps et comprendre l'histoire sociale à partir des interprétations et du sens que l'histoire donnait progressivement à ces réalités du passé. C'est comme ça que je vois un peu les choses. Une des caractéristiques de ta manière de travailler, Daniel, qui m'a toujours frappé, c'est à quel point tu avais le souci de rassembler les gens autour de toi et d'inscrire ton travail dans une pratique collective.
Par exemple, la manière dont tu as conduit ton séminaire au Collège de France est tout à fait singulière. Il est rare qu'un professeur du Collège de France rassemble ses élèves et ses collègues pour leur dire « bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ?» Et je crois que ça, c'était la suite de choses que tu avais engagées avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette manière assez singulière de travailler, singulière si j'ose dire, puisque précisément elle est collective? Il y a deux choses qui ont pesé là-dessus. La première, c'est quand je me suis retrouvé jeune professeur, j'avais 38 ans, hein, par rapport à ce qu'on est maintenant, je trouve qu'on n'a pas modernisé beaucoup l'institution. Donc j'avais beaucoup de chance, j'avais eu un poste à l'université de Paris 7. Je suis tombé dans un milieu extraordinairement politisé, extrêmement dominé par les héritiers de ceux qui se réclamaient de l'héritage de 68, mais qui en fait étaient un petit peu excessifs dans leur pratique politique en tant que telle. Donc j'étais isolé, et la première année, le séminaire n'a guère eu de succès puisque j'étais, je crois, tout seul. Donc ça s'est très bien terminé, je n'ai pas eu de discussion. On m'avait collé dans un placard à balais, c'est-à-dire dans une salle à peu près la moitié de celle-là, dans lequel le département d'histoire rangeait ses balais, et je n'ai jamais vu arriver aucun étudiant pour suivre les cours de maîtrise. Alors j'ai fait un peu de rentre-dedans à la fin de l'année aux étudiants de licence ou de première année qui avaient été obligés de suivre mes cours, et finalement j'en ai hérité d'un certain nombre, et ce petit nombre a été en quelque sorte rassemblé par l'idée qu'on pouvait faire de l'histoire ensemble, en se partageant les sujets en quelque sorte, et c'est comme ça qu'on a mis en place le premier plan du Peuple de Paris, qui est le premier livre que j'ai sorti, parce que ça permettait avec les étudiants de réfléchir ensemble sur la documentation notariale qui apparue à Paris, est une des plus grandes documentations d'archives, et le reste encore, on peut encore en tirer sans doute énormément de choses, parce qu'ainsi on pouvait établir des protocoles en commun, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné avec des hauts et des bas, avec des années bonnes, avec des années un peu moins bonnes. Quand je suis passé à Paris 1, j'ai repris à peu près les mêmes principes, mais avec une grande différence qui est arrivée un peu après, c'est qu'on s'est mis à travailler ensemble avec Jean-Claude Perrault, qui était un ami de longue date, et qui, en quelque sorte, souhaitait lui aussi respirer autrement dans ce qui apparaissait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les étudiants? Et alors on est arrivé à cette espèce de symbiose que lui faisait de l'histoire extrêmement élevée, relevée, de l'analyse économique et de l'histoire intellectuelle, dont tout le monde pouvait profiter puisque ça descendait vers le bas. Et moi je faisais plutôt de l'histoire empirique, et c'est dans ce cadre empirique, moins théorique, mais qui tenait compte d'un tas d'arguments qui pouvaient être philosophie des Lumières ou autres, que j'ai rencontré les historiens de la consommation britannique, et que je me suis dit, mais en France, on pourrait faire ça autrement, avec les inventaires après décès. Donc ça a lancé les travaux sur l'histoire du vêtement, voilà, le livre sur l'histoire de la consommation. La culture matérielle est une notion en quelque sorte pour moi importée de l'historiographie anglaise, pas américaine mais anglaise, hein. E.P. Thompson et puis tous les, comment s'appelait-il, Brewer et les gens, Plumb et Brewer, et qui ont eu aussi quelques élèves qui ont permis des comparaisons par la suite, mais c'est parti de là. Tu as inventé une nouvelle catégorie historiographique avec l'histoire de la culture matérielle, parce que en faisant cela, tu brouillais
les barrières habituelles entre l'histoire sociale, l'histoire économique, l'histoire culturelle. Ça n'avait pas de sens de séparer les choses. D'une certaine manière, l'entrée par l'histoire des consommations et de la culture matérielle est une façon de faire une histoire globale ou une histoire totale en prenant un objet et en l'examinant dans tous ses aspects. C'est sûr, en particulier aussi, ça vient de l'histoire du livre. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, j'avais été engagé dans les entreprises collectives de l'école des hautes études avec Furet et Dupron sur la production du livre au XVIIIe siècle, et la matérialité de la production du livre entraînait dans l'étude de cette relation. La partie théorique revenant aussi à Jean-Claude Perrault, qui nous permettait de comprendre par les itinéraires du travail, par les itinéraires de la transformation, de comprendre d'autres aspects de ces choses. Donc alors, je veux bien avoir argumenté pour une histoire de la culture matérielle et consommation et production, étant à mon sens à peu près identique dans le domaine intellectuel que dans le domaine matériel. Et est-ce que de cette manière-là, tu te rapprochais de l'affiliation c'était pas une sorte de retour à la brousse et vers une forme d'histoire marxiste Ben, je n'irai pas, je ne peux pas nier les racines, parce que c'est vrai, il y a un retour à une histoire, on va dire, socialiste de la population et des populations. Dans le Peuple de Paris, tu écris à un moment, écrire sur le peuple, c'est choisir son camp. C'est une prise de position forte, ça. Oui, en particulier parce qu'à ce moment-là, il y avait aussi des enjeux politiques tout autour et que l'on voyait monter un certain type de socialisme et en descendre un certain autre, que les transformations à l'Est étaient extrêmement importantes. Enfin, donc, je ne renie rien de cela. Enfin, d'autre part, mes racines sont aussi, pas seulement bourgeoises, elles sont aussi en partie populaires. Donc, c'est... Et alors, pour terminer, je voudrais revenir à la Révolution française, parce qu'à travers l'édition du manuscrit extraordinaire d'un ouvrier vitrier du XVIIIe siècle, Jacques-Louis Ménétral, dont tu as eu la bonne fortune d'exhumer ce manuscrit et de le publier, de le commenter, on voit le parcours d'un homme du peuple dans la Révolution française. À travers les Lumières, tu es forcément amené à poser le problème de l'articulation avec la Révolution française. Tu as beaucoup évoqué ton compagnonnage avec François Furet, mais en même temps, lorsque les historiens américains t'ont rendu hommage en 2004 à Los Angeles, tu leur as dit on pouvait rendre justice à François Furet sans être injuste avec Albert Soboul ou Michel Vauvel. Quel est le sens précis de cette phrase ? Est-ce que ça veut dire que dans les... Je crois qu'on ne doit pas séparer, dans une attitude historique, la compréhension de la pensée. On peut être solidaire, en quelque sorte, d'un héritage, voire d'un milieu, et là, c'est comprendre, et c'est comprendre de l'intérieur, et c'est ce que faisaient quand même encore, même si tous les deux ont par moments été emportés par la polémique, Soboul et Michel Vauvel, mais de l'autre côté, prétendre que l'on va tout penser et tout ramener à une rationalisation claire, alors qu'on est soi-même le reflet d'une variation dans le temps du sens de l'histoire, ça me paraissait excessif. Et c'était quelque chose qui, évidemment, a contribué à façonner ma position dans le monde universitaire par rapport, par exemple, aux études ou par rapport à certains gens de l'université. Parce que, par exemple, il fallait choisir son camp. Or, en réalité, ce que j'aurais voulu pouvoir démontrer publiquement, mais je n'en ai pas eu l'occasion à ce moment-là, sauf en Italie, parce que moi, j'ai passé le bicentenaire de la Révolution française en Italie. Et là, on pouvait dire cela. Alors qu'en France, on ne pouvait pas le dire, il fallait choisir son camp. Il fallait encore, à l'époque, être aligné. Exactement, exactement. Et donc, est-ce que je me trompe en disant que finalement, le mot-clé de ton œuvre et de ton action en tant qu'intellectuel dans la cité, c'est le mot fraternité ?
Il y a de ça, il y a de ça. Avec un peu un sentiment, quand on vieillit, on a un peu un sentiment qu'on n'a pas fait tout à fait ce qu'on aurait voulu faire malgré tout, mais c'est les circonstances. Bon. Tu as déjà beaucoup fait et beaucoup donné aux nouvelles générations avec des livres passionnants. Merci pour cet entretien. Merci pour la patience.